sur la paix et la sécurité en Afrique. L'objectif était clair, mener une action commune pour résoudre les crises qui secouent le continent et faire face à la montée du terrorisme. Les chefs d'État du Sénégal, du Tchad, du Mali et de la Mauritanie présents au forum comptent s'unir pour prendre en main les défis sécuritaires sur le continent à travers une force rapide d'intervention. Pape Biram Bigendiaï. Dakar au cœur de la nouvelle architecture de paix et de sécurité en Afrique. Volonté et leadership politique, le chef de l'État conduit le dialogue inclusif entre Africains au nom d'une paix durable que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Le Forum international de Dakar s'est penché sur les nouvelles menaces dans un paysage sécuritaire bousculé par les conflits armés, le crime organisé, le terrorisme, la piraterie et les fléaux de santé publique. Le moment est venu de passer à l'acte. Et Dakar est un tournant. Face à des groupes puissamment armés qui ambitionnent ni plus ni moins que de s'emparer des États, le maintien de la paix classique sous forme d'interposition après un cessez-le-feu ne peut plus prospérer. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et aucun moyen ne doit être de trop pour que les forces, les casques bleus des Nations Unies soient sur le terrain pour combattre et non pour une quelconque interposition. Nous devons œuvrer à la mutualisation de nos moyens pour constituer des forces spéciales suffisamment équipées et entraînées pour répondre immédiatement aux situations d'urgence en attendant la mobilisation internationale. Face à la montée d'une nouvelle génération de terroristes plus jeunes et plus connectés au monde globalisé tels que Boko Haram et AQMI, le Forum de Dakar préconise une coalition des États pour l'émergence d'une vision commune et faire face aux nombreux défis. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux, gage de tolérance et de cohabitation pacifique. Nous sommes en face d'un défi important et complexe. Mais ce défi est à la mesure de notre engagement et de notre détermination à créer toutes les conditions pour le plein épanouissement des jeunes et des femmes du continent. Un appel à la mobilisation pour enrayer le terrorisme en Afrique. Un plaidoyer qui sonne comme une nouvelle dynamique dont la coopération militaire entre les pays africains. Il s'agit également de faire émerger les valeurs démocratiques pour consolider la cohésion nationale de nos États et améliorer la gouvernance. La promotion des valeurs de démocratie et des droits de l'homme participe également au renforcement de la paix et de la sécurité et favorise un climat de sérénité et de quiétude sociale. C'est pourquoi, en Afrique, nous devons continuer à promouvoir les libertés individuelles et collectives, à conforter la pratique démocratique et consacrer l'organisation d'élections transparentes. La présence de ces chefs d'État à Dakar est le symbole d'une solidarité au service de la paix et de la sécurité des peuples d'Afrique. Mais au-delà du continent africain, c'est le monde entier qui est menacé par la poussée de l'extrémisme religieux, qui, selon le président Ibrahim Boubacar Keïta, trouve sa source au sud libyen. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. Cet arsenal fabuleux qui est là, cette force armée qui avait été prédisposée, abondamment armée, les armes les plus sophistiquées, à vocation de contre-offensive si le guide suprême Kadhafi en avait eu la possibilité, et qui est demeuré, qui s'est enrichi depuis, qui s'enrichit chaque jour, on le sait,
qui est devenu un marché fabuleux d'armes à destination de nos pays. Malheureusement, la Libye, il l'a dit, c'est un travail inachevé. Il faut que ceux qui l'avaient entamé puissent nous aider à le terminer. À cela, il faut ajouter les influences venues d'Égypte avec les frères musulmans qui par vague rejoignent ce pays et le commerce du pétrole qui se poursuit et qui alimente le financement de l'armement. Donc c'est véritablement une poudrière pour la zone sahélo-sahélienne qu'il convient de traiter de manière appropriée. La prévention des conflits constitue également une stratégie à mettre en œuvre. Le sujet tient à cœur l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui appelle les leaders africains à détecter très tôt les signes avant-coureurs des conflits dans les États africains et à ce niveau prendre les devants, mettre en place un système d'alerte et d'anticipation et rendre effective la force africaine en attente. C'est dans cet esprit que le ministre français de la Défense évoque la nécessité d'aboutir à des États forts combinés à des armées africaines solides. Jean-Yves Le Drian prône une coopération sécuritaire qui met l'Afrique face à son propre destin et la France donne les garanties d'un accompagnement efficace. Une synergie des forces qui privilégie également le dialogue politique. Avant de clôturer ce forum, le chef de l'État a présidé une rencontre entre les chefs d'affaires sénégalais et espagnols à Madrid. Ces derniers d'ailleurs comptent investir le marché local. Les relations économiques entre le Sénégal et l'Espagne seront donc bientôt redynamisées. Envoyé spécial à Madrid, Khady Kane. Ils étaient 196 hommes d'affaires espagnols à venir prendre part à la rencontre entre la délégation sénégalaise et le secteur privé espagnol. Une rencontre économique où les opportunités à venir investir au Sénégal ont été présentées au public par le directeur général de l'APIX, Muntagassi. Il n'y a pas de différence ou de discrimination entre les investisseurs étrangers et nationaux. Il n'y a pas de limitation de nombre d'expatriés dans vos investissements en phase de production et en phase de construction. Au Sénégal, vous avez la possibilité d'avoir une garantie et une protection des droits de propriété. Vous avez aussi une garantie de provision en monnaie étrangère sans limite. Et aussi une garantie de transfert de vos capitaux et de vos gains dans vos pays d'origine. Le Sénégal dispose aussi d'un package d'avantages fiscaux et non fiscaux. Il est possible aujourd'hui de créer son entreprise en un jour au Sénégal. En effet, si vous arrivez à l'APIX à 8 heures, et vous revenez à 16 heures, votre entreprise est officiellement créée. Vous avez aussi la possibilité de faire votre déclaration de taxes en ligne et aussi la possibilité de disposer de vos transferts de propriété en 50 jours par rapport à 185 jours auparavant. Les relations économiques entre le Sénégal et l'Espagne doivent connaître un essor quand on sait que le Sénégal est une destination sûre et intéressante. Le Sénégal réunit tous les ingrédients pour attirer les investissements étrangers. Elle compte sur une stabilité politique notable, ce qui est fondamental pour donner une certaine sécurité aux investisseurs et également des finances publiques en bonne santé. Le Sénégal occupe une position géographique stratégique dans le continent africain et appartient à un important marché sous-régional, ce qui rend ce pays une destination intéressante comme plateforme d'accès au marché subsaharien. La rencontre s'inscrit dans le cadre des activités de la Chambre de commerce d'Espagne. Les sociétés espagnoles sont leaders dans certains domaines comme les énergies renouvelables, la désalinisation ou le renouvellement des parcs industriels. Au Sénégal, la stabilité politique et institutionnelle aidant, le secteur privé espagnol affiche son désir de venir investir au Sénégal. Le comportement économique du Sénégal et l'ensemble de l'Afrique occidentale offrent d'énormes opportunités aux sociétés espagnoles. Le taux de croissance moyen est de 4% et l'Afrique occidentale brille avec une lumière qui lui est propre, avec des croissances qui montent jusqu'à 7% pour l'année 2014-2015.
2015. Ce sont des taux de croissance, si vous me permettez l'expression, asiatique. Ce qui se passe en Afrique, c'est qu'Afrique prend le relais de la croissance économique mondiale en 2014-2015 et dans les 20 années à venir, la grande croissance se répartira entre l'Asie et ce grand continent émergent qu'est l'Afrique et avec beaucoup d'opportunités pour les sociétés espagnoles. Des partenariats seront également noués dans les secteurs de l'éducation et de la culture, quand on sait que la deuxième langue étrangère au Sénégal est l'espagnol. De nouveaux champs de coopération sont constamment recherchés pour nos deux pays. L'Espagne, Monsieur le Président, valorise principalement la culture démocratique et le modèle de convivialité pacifique que votre pays a pu développer et rendre le Sénégal un modèle de stabilité en Afrique occidentale et en faire un exemple à suivre. Venir investir au Sénégal donne accès à l'UEMOA et la CEDEAO, deux grands marchés africains de 300 millions de personnes. Le Sénégal a amorcé une dynamique de croissance accélérée et de renouveau productif avec le plan Sénégal émergent, dira le président Macky Sall. Nous avons lancé le plan Sénégal émergent et une nouvelle stratégie de développement économique et social. Et ce plan s'appuie sur des secteurs prioritaires comme l'agriculture et l'agrobusiness. L'énergie, nous avons déjà, avec certaines entreprises espagnoles, une certaine pratique, notamment le photovoltaïque, mais aussi bientôt l'éolienne, avec une de vos entreprises très connues dans ce secteur. Nous allons lancer 150 MW d'éoliennes. L'énergie, mais aussi les mines. Le Sénégal est devenu un pays minier. Une production d'or qui est assez importante depuis 2 ans, une production de fer en perspective. Nous avons donc retiré notre minerai de fer et nous sommes donc en promotion pour sa valorisation. Les infrastructures, domaine dans lequel nous avons lancé un vaste projet de routes, d'autoroutes et de pistes de désenclavement, mais également tout un programme de ponts pour faciliter la mobilité tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et dans le volet transport, nous allons relancer le chemin de fer, la liaison Dakar-Bamako, qui est assez vieille, qu'il faut réhabiliter et restaurer, mais aussi la création d'une nouvelle ligne de chemin de fer entre le nouvel aéroport et Dakar. Le PSE, c'est aussi la construction du pôle urbain de Diamniadio qui va abriter un important projet d'habitat. L'autre domaine dans lequel nous avons lancé des chantiers, c'est l'habitat. Habitat social, mais aussi habitat de standing et possibilité de développement de bureaux. Nous allons déménager de l'aéroport actuel de Dakar pour un nouvel aéroport. Nous avons donc des espaces à développer au sein de Dakar et pour lesquels des partenariats peuvent être développés. Le secteur de TIC est un secteur dynamique et qui déjà assure 12% de la croissance nationale du Sénégal. Les bases d'une nouvelle coopération économique entre le Sénégal et l'Espagne sont désormais jetées. Un cadre institutionnel sera créé entre nos deux chambres de commerce. Dans l'actualité également, le lancement des travaux de reconstruction de la route Fatick-Kaolack. Ils vont durer 18 mois. Coût du projet de 16 milliards de francs CFA. La reconstruction de ce tronçon se fera conformément aux normes de la CEDEAO. Les usagers s'en réjouissent en tout cas. Claire Diop avec notre bureau à Kaolack. Lancement des travaux de construction de la route Kaolack-Fatick, la nouvelle a réjoui les voyageurs et autres conducteurs qui passent par ici très souvent. Le tronçon est seulement long de 45 km et pourtant il faut mettre 1h30 ou 2 heures pour rallier les deux régions à cause de l'état de développement très avancé de la route. À cela s'ajoutent les risques d'accidents et autres désagréments que cela cause. La route est très mauvaise et les personnes sont fatiguées, les voitures sont gâtées. Et vraiment, tout le monde veut que l'État réhabilite cette route. On prie beaucoup pour que cela commence et se termine dans la paix. L'état de délabrement très avancé de cette route n'est pas bon pour les voitures et même pour la santé des usagers.
Et c'est les clients même qui se plaignent et nous disent d'aller en grève parce que c'est très difficile pour tout le monde. Nos voitures ne sont plus en bon état. Les lames lâchent, les pneus idem. Les voitures tombent souvent et provoquent des accidents graves. Nous voulons de bonnes routes pour que nos voitures durent plus longtemps. Une aubaine pour ses usagers. Le facteur est déterminant dans la circulation des personnes et des biens. Dans cette partie du pays, cet investissement de l'État du Sénégal est stratégique et favorable à une meilleure exploitation des potentialités existantes. Pour sa pérennisation, des propositions concrètes sont faites par les acteurs rencontrés. Les personnes qui vont construire cette route doivent prendre leurs responsabilités. Il faut en construire de solides, pas des routes qui se dégradent au bout de 3 ou 4 mois. Nous remercions vraiment le président de la République et même le Premier ministre qui va venir ici pour lancer les travaux. C'est une très bonne chose vraiment si le Premier ministre vient lancer les travaux. Nous disons merci et prions pour sa finition rapide. Le lancement de ce grand projet par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ici à Kaolack est salué à sa juste valeur. Sa concrétisation devrait impulser l'essor économique des régions de Kaolack et Fatick. Cette bande occupe une place stratégique dans le développement économique et social durable du Sénégal. La réalisation d'infrastructures routières solides est plus que déterminante. Le chiffre du jour à présent, 47 milliards de francs CFA, et c'est le coût du financement des 6 projets du Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique. L'institution, je vous le rappelle, a démarré ses activités en janvier 2014. Sa mission est clairement affichée, investir pour créer de la richesse et des emplois. On voit tout cela avec Aramdao. 6 projets pour démarrer la saga d'investissement que le Fonds 6 entend mener. Ils ont été validés par le conseil d'administration entre octobre et décembre. Les 2 premiers concernent l'agriculture et l'industrie pharmaceutique. Pour les 4 autres, les secteurs changent, mais le socle reste le même. Ils sont tous des projets dits stratégiques. Projet d'imagerie médicale, projet dans l'énergie solaire, 20 MW, projet donc de création d'un sous-fonds dédié aux PME, et un projet aussi d'incubateur au niveau de la SAED pour investir dans les entreprises agricoles de la région nord du Sénégal. Mais nous sommes en discussion dans des entreprises de la région sud avec Solagri pour faire peut-être la même chose là-bas ultérieurement. 40 milliards, c'est le coût global de ces projets. Le Fonds 6 ne supporte pas tout, ce n'est pas l'esprit de sa mission. Avec 4,4 milliards de participation totale, il met en exergue ce rôle de co-investir avec le secteur privé et de mobiliser des ressources. Pour financer des projets de 40 milliards, les actionnaires, donc les promoteurs, mettent un peu d'argent et le reste c'est du financement bancaire. On ne finance jamais un projet 100% avec son propre argent. Il faut toujours faire travailler l'argent de la banque et on arrive à lever de l'argent en dette et en fonds propres si le projet est bien ficelé. Donc c'est ça notre rôle aussi, de bien ficeler, de faire les business plans, de présenter toute la documentation et de négocier avec les bailleurs pour avoir le financement requis pour compléter notre contribution, nous, dans les projets. La création de milliers d'emplois est déjà prévue avec les 6 projets présentés. En plus de co-investir et de développer des projets stratégiques, le Fonds 6 est appelé à restructurer des entreprises en difficulté. Autre ambition, et pas des moindres, créer des champions nationaux à l'image des pays émergents. Et puis, je vous le disais, la Maison du Sénégal à New York devrait être réceptionnée d'ici la fin de l'année prochaine. Les travaux avancent à grands pas. L'immeuble va abriter, entre autres, le consulat général, la mission du Sénégal aux Nations Unies, une suite présidentielle haut de gamme et la résidence des chefs de mission diplomatique, nous dit Tidianari.
L'élément n'est pas encore sur place. On me signale, je vous le disais, la Maison du Sénégal à New York devrait être réceptionnée d'ici la fin de l'année 2015. Les travaux avancent à marche forcée. L'immeuble va abriter, entre autres, le consulat général, la mission du Sénégal aux Nations Unies, une suite présidentielle et la résidence des chefs de mission diplomatique envoyé spécial à New York, Tidiane Barry. En se rendant à Harlem, au siège de l'Association des Sénégalais d'Amérique, le ministre des Affaires étrangères a eu droit à un accueil particulièrement chaleureux. Dans une salle bondée réservée pour l'occasion de la cérémonie de passation entre le président sortant Pape Dramé et le tout nouveau Pape Ibrahima Sow, le chef de la diplomatie sénégalaise a pu apprécier l'attachement des Sénégalais aux valeurs de la République et à la vision du président Macky Sall. Il faudrait donc qu'on se positionne comme une communauté d'excellence qui, dans les années à venir, sera la communauté des docteurs, des ingénieurs, des avocats. On en a les moyens, il faut qu'on se donne les ambitions. Dans leurs interventions, les membres du bureau élu ont salué le soutien du président Macky Sall à la réalisation d'un vieux rêve. L'édification au cœur de New York de la Maison du Sénégal et la réception prochaine du nouveau siège de l'association. Une association qui trône sur ses 25 ans d'âge et qui revendique 3000 membres disséminés à travers toute l'Amérique, ce qui en fait d'ailleurs un interlocuteur privilégié pour l'État. Merci pour tout ce que vous faites pour raffermir les relations entre l'association et les autorités. C'est pourquoi d'ailleurs le président a donné sa contribution pour bâtir le projet. En même temps, il a pris l'initiative de construire la Maison du Sénégal à New York. Actuellement, le projet fait 15 étages et doit atteindre les 21, ce qui est une fierté pour le Sénégal. Malgré un froid glacial, nos compatriotes ont tenu à assister à l'Assemblée générale. Une occasion inédite de retrouvailles et d'échanges entre les émigrés et la tutelle diplomatique. De l'avis de tous les participants, ce type de rendez-vous est à perpétuer et à inscrire dans l'agenda des décideurs. Vous venez de suivre le reportage sur l'installation du nouveau bureau de l'Association des Sénégalais des États-Unis. On espère que demain on reviendra sur l'élément de la Maison du Sénégal à New York qui devrait être réceptionné d'ici la fin de l'année prochaine, promis. L'actualité internationale à présent avec ce massacre dans une école au Pakistan. C'est un groupe d'insurgés talibans lourdement armés qui a attaqué le lieu. Le bilan est lourd, très lourd. On parle de 141 morts, dont 132 enfants. Selon l'armée, c'est la pire attaque terroriste de l'histoire du Pakistan. Mais attention, certaines images peuvent choquer. Les talibans ont franchi un nouveau cap dans l'horreur en commettant un massacre dans une école de Peshawar dans le nord du Pakistan. Le bilan est très lourd, 141 morts, la plupart des enfants âgés de plus de 10 ans. Un bilan qui risque encore de s'alourdir, des dizaines de personnes étant hospitalisées, certaines dans un état grave. Il était environ 10h30 quand 6 hommes armés déguisés en militaires ont fait irruption dans une école qui accueille des enfants de soldats pakistanais. Les assaillants sont passés de classe en classe avec l'objectif d'abattre un maximum d'élèves. Nous nous sommes enfermés dans notre classe, mais 3 hommes ont tiré sur la porte et sont entrés. Ils nous ont tiré dessus. Rapidement sur place, l'armée a eu besoin de plusieurs heures pour maîtriser la situation. Elle a fait face à des terroristes lourdement armés et équipés de ceintures explosives que certains auraient actionnées. 8 heures après le début de l'assaut, l'armée annonçait la mort de tous les assaillants. Les rescapés sont traumatisés. Ils ont assisté à un carnage. Quand les coups de feu ont retenti, nos professeurs nous ont dit de nous asseoir dans un coin et de baisser la tête. Après environ 1 heure, quand les coups de feu se sont un peu calmés, des militaires sont arrivés et nous ont évacués. Quand on est sorti, on a vu dans les couloirs des amis qui avaient été touchés de 3 ou 4 balles. Certains étaient morts, d'autres blessés. Il y avait du sang partout. Dans un message de revendication, le mouvement des talibans du Pakistan évoque une réponse à l'offensive militaire menée par l'armée pakistanaise sur son principal refuge du Waziristan du Nord. Si les attaques des talibans sont fréquentes au Pakistan, celle-ci est sans précédent par son ampleur.
Voilà, ainsi va l'actualité de ce mercredi matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous. Merci René, bonne journée également.